Stéphane d'Opagne s'en va, l'ambassadeur du Royaume de Belgique, arrivé en fin de mission au Cameroun, était reçu en audience ce mercredi par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Au menu des échanges entre les deux personnalités, le bilan et les nouvelles perspectives de la coopération entre Bruxelles et Yaoundé, une coopération qui s'étend à des domaines aussi variés que l'éducation, le transport aérien ou encore l'économie. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Émotion fort compréhensible sur le visage de son Excellence Stéphane d'Opagne, ambassadeur du Royaume de Belgique arrivé au terme de sa mission en terre camerounaise. Comme l'exigent les usages, il a souhaité venir faire ses adieux au président de la République Paul Biya. Vœu exaucé ce mercredi 15 juillet 2020. Accueilli à sa descente de voiture par le chef du protocole d'État Simon-Pierre Bikele, son Excellence d'Opagne retrouve par la suite au perron le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vandoyolo, qui va se charger de le conduire auprès du président Biya. Dans une atmosphère très détendue, les deux personnalités vont se parler sans témoin pendant plus d'une heure. Et c'est le diplomate belge qui va lui-même réserver à la presse la primeur de ses échanges avec le président Biya. Cet entretien a permis de passer en revue les avancées qui ont été enregistrées dans nos relations bilatérales au cours de mon mandat. Que ce soit au niveau politique avec des entretiens fréquents entre nos autorités, que ce soit au niveau de la coopération, la Belgique essayant dans la mesure de ses moyens d'assister la population camerounaise, et ce sera d'autant plus important dans les années à venir que la crise de Covid a entraîné également une crise économique. Aussi, troisième plan, le plan des développements des relations économiques. Je suis revenu sur les chantiers réalisés ou en cours de réalisation par des entreprises belges ici, sur le beau développement de nos relations commerciales avec des exportations belges vers le Cameroun, mais également des importations, des exportations camerounaises vers la Belgique qui ont été en croissance ces dernières années. Et enfin, sur le développement des échanges humains entre nos pays. Ce sera aussi l'occasion pour lui de ressasser quelques souvenirs du temps passé en terre camerounaise depuis le 9 novembre 2016, date de présentation de ses lettres de créance au chef de l'État. Plusieurs très bons et excellents souvenirs, mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est évidemment l'accueil dont le Cameroun, dont sa population et dont ses dirigeants ont toujours fait preuve à mon égard. J'ai toujours pu être reçu sans délai lorsque je demandais une audience. Certaines audiences m'ont été proposées aussi, donc c'était un échange, des échanges réciproques. J'ai découvert aussi un pays qui avait un niveau de développement important, beaucoup d'atouts au niveau africain. Moi, je venais d'autres pays, j'avais été en poste dans d'autres pays africains qui n'avaient pas ces atouts, et en tout cas qui n'étaient pas au niveau de développement atteint par le Cameroun à l'heure actuelle. Avec la satisfaction du devoir bien accompli, mais dans le même temps, le regret de quitter des amis, l'ambassadeur belge, arrivé au terme de sa mission, va quitter le Palais de l'Unité et bientôt le Cameroun. Salle des machines, point névralgique, ici à l'usine de production d'énergie. Aux côtés des techniciens chinois, des jeunes ingénieurs camerounais rompus à la tâche. Ils sont pour la plupart électromécaniciens et hydroélectriciens. Ceux-là même qui ont travaillé nuit et jour ces dernières semaines pour extraire 30 MW supplémentaires des turbines du barrage hydroélectrique de Mainveleux. Les essais que nous avons réalisés durant le mois de juin nous ont permis d'obtenir 50% de gains supplémentaires en énergie. Nous sommes passés de 60 MW à 90 MW. Cet apport supplémentaire permettra de réduire les subventions de l'État qui sont liées à l'utilisation du thermique. Rien n'était évident pour l'équipe d'ingénieurs camerounais obligés de mettre la main à la pâte, notamment en ce qui concerne le transport de l'énergie produite à Mainveleux. Une jonction provisoire a été réalisée dans le village que nous appelons Milamizibi. Et c'est cette jonction qui nous permet actuellement d'évacuer l'énergie que nous évacuons actuellement.
Et cette ligne, elle est limitée en capacité de transit. C'est l'ultime obstacle à lever pour que le barrage atteigne sa puissance installée de 211 MW. Finaliser la ligne de transport d'énergie qui s'étend sur près de 300 km entre Niabizan et Yaoundé. Menvele peut produire 211 sans problème le jour que la ligne de transport sera à Ahala et en Kolkoumou. Nous vous invitons de revenir pour venir témoigner les 211 MW. Il faudra cependant intensifier l'entretien des poteaux électriques et des lignes de distribution pour permettre aux consommateurs de jouir pleinement de cette augmentation de l'offre énergétique. C'est toute l'équipe dirigeante de la commune de Boya qui s'est déployée sur le terrain à l'effet de poursuivre la lutte contre le mot d'ordre de ville morte des terroristes. Juste après notre prise de fonction, on avait passé notre premier mois en parlant avec les vendeurs, les hommes et femmes d'affaires pour leur faire comprendre l'importance d'ouvrir les boutiques le lundi. Mais après un constat qui est vraiment malheureux, on voit que ces bonnes habitudes sont en train d'être abandonnées. Donc nous avons décidé de sortir. Près de 250 boutiques, magasins et entreprises restés fermés dans les localités de My 17 et de Monaco vont être scellés au cours de cette descente. Ceux-là vont passer, ils vont payer 25 000 par personne et on va ouvrir. Mais avant même d'ouvrir, ils doivent signer avec nous que désormais ils vont toujours ouvrir les boutiques le lundi. Également présent, le sous-préfet de Boya qui a saisi l'occasion pour mettre de l'ordre dans le secteur du transport urbain. Nous constatons un certain relâchement dans la prise en compte du minimum requis pour circuler dans la ville. Qu'ils aient le badge, mais également le numéro d'identifiant sur la voiture. Et nous sommes là pour la sensibilisation qui va durer une semaine. Les autorités locales invitent les populations à mener leurs activités tous les jours de la semaine et à toujours compter sur les forces de l'ordre. C'est un rebondissement dans l'affaire Kingsley Njoka. Ce journaliste incarcéré à la prison centrale de Yaoundé réagit aux accusations du porte-parole du ministère de la Défense. Sur les antennes d'Equinox Télévision, il avait accusé Kingsley Njoka d'être en complicité, en intelligence avec les terroristes. Le journaliste en question rejette en bloc toutes les accusations et accuse le chef de division de la communication du ministère de la Défense d'être en train de le diffamer. Il annonce une plainte à son encontre. D'autres précisions avec Rodin Gassi et Ike Cyril. Au cours de son passage sur le plateau de La Vérité en face sur Equinox Télévision, le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak, chef de la division de communication du ministère de la Défense, accusait le journaliste Kingsley Njoka d'être de mèche avec les groupes séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons un autre journaliste en ce moment qui a fait pire que Samuel Ouazizi et qui est à la prison centrale de Konengi et qui a subi le même cheminement. Et j'ai parlé de Njoka Kingsley. Et le peuple camerounais attend que je lui dise ce que ce monsieur a fait. Une information battue en brèche par les avocats de Kingsley Njoka. Monsieur Atonfak n'a jamais rencontré Njoka. N'en parlons même pas du fait qu'il est même parti sur le terrain avec Njoka. Monsieur Atonfak même dit que c'est eux qui détiennent les appareils de Njoka. Voilà donc les appareils. Monsieur Atonfak ne peut pas dépasser la République. Nous sommes dans une République, nous sommes dans un état de droit, je l'ai dit. La défense du journaliste incarcéré brandit des appareils et documents saisis par les enquêteurs, puis rétrocédés aux mises en cause. Preuve selon la défense que la culpabilité de son client n'a pas été établie. On a pris le téléphone de M. Njoka, on a pris une carte de l'époque des référendums, et voilà les scellés qu'on a pris chez Njoka. Il y a un service forensique, on appelle ça laboratoire des enquêteurs au service central de recherche judiciaire. Quand les appareils entrent là-bas, ça ressort sans qu'on a scellé. Ça veut dire qu'il n'y a rien dedans qui est en train d'incriminer votre client. Mais M. Atonfak dit que tout ça là, c'est les équipements des opérations de M. Njoka comme le commandant et le général du Warrior. La défense de Kingsley Njoka accuse à son tour le chef de la division de communication du ministère de la Défense d'avoir divulgué sur les antennes d'Equinox des éléments relevant de l'enquête préliminaire sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire du gouvernement. Les enquêteurs se retrouvent au service central de recherche judiciaire. Nous sommes avec eux chaque jour. Est-ce que vous savez qu'avant de divulguer les informations
des enquêtes, vous devez avoir l'autorisation des commissaires de gouvernement. Afin que leurs clients soient rétablis dans ses droits, les avocats de Kingsley Njoka annoncent une plainte contre le colonel Cyril Serge Atonfak au tribunal militaire de Yaoundé. Dans la plainte de notre client, vous avez constaté que nous avons appuyé sur l'article 169. Nous avons appuyé sur l'article 170 du Code pénal. Nous avons appuyé sur l'article 8, 1 et 2 et l'article 9, 1 pour démontrer que Njoka bénéficie des présomptions d'innocence. Détenu à la prison de Kondengui pour de présumés contacts avec des groupes séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest, le journaliste Kingsley Njoka ne reconnaît pas avoir un jour rencontré le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak. Il rejette en bloc les propos tenus à son égard par le chef de la division de communication du ministère de la Défense au cours de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Cette conférence du journaliste Omar Hadi a eu lieu ce matin au syndicat national de la presse marocaine à Rabat et ce n'est pas un hasard. Il veut, dit-il, informer l'opinion publique d'une cabale menée par certains médias marocains alors qu'une enquête est en cours contre lui pour espionnage. Il y a un autre tribunal, un autre jugement, celui des médias. Moi, je suis déjà, pour certains médias électroniques, un espion, un traître, je suis déjà condamné. Aujourd'hui pourtant, Omar Hadi dit officiellement n'être accusé de rien. Mais il y a un mois, le journaliste a commencé à faire la une des médias. Le 22 juin, un rapport d'Amnesty International affirme que le téléphone portable du journaliste a été piraté par les autorités marocaines pour l'espionner. Faux, répond le Maroc. Quelques jours plus tard, Omar Hadi est convoqué par la police judiciaire pour un autre dossier. Son implication présumée dans une affaire d'espionnage avec l'étranger. C'est donc lui, cette fois, qu'on soupçonne d'être un espion. Alors dès lors, le journaliste se dit diffamé, harcelé par une certaine presse. Jusqu'au 6 juillet, une altercation avec un caméraman éclate alors qu'il sort d'un restaurant et il est interpellé pour violence. Omar Hadi sera libéré le lendemain mais dénonce un guet-apens. Pour le Maroc, eh bien, l'enquête pour espionnage est en cours, la justice fait son travail et concernant le rapport d'Amnesty International, les autorités marocaines ont demandé à l'organisation de fournir des preuves. Il aura fait 5 mois à la tête du gouvernement tunisien de coalition. Eliès Farfar a démissionné. Tunis, où l'on retrouve notre correspondante Maureen Mercier. Maureen, cette démission, ce n'est pas vraiment une surprise, hein? Non, on la sentait arriver. Soupçonné de conflit d'intérêts, Eliès Farfar a préféré jeter l'éponge avant de risquer d'être destitué. Une motion de censure soutenue par plus d'une centaine de députés a été déposée ce matin. Eliès Farfar est sous le coup d'une enquête, accusé de ne pas avoir cédé la gestion de ses parts dans une entreprise d'assainissement de déchets, entreprise qui a remporté un marché public après qu'il soit devenu Premier ministre. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Le président Kais Saied doit proposer la personnalité la plus à même de remplir le poste après consultation avec les différents partis. Comprenez que les islamistes d'Ennahda, vainqueurs des élections législatives, auront particulièrement leur mot à dire. Et quelles sont les réactions, Maureen, autour de vous, dans les rues de Tunis et ailleurs dans le pays? Alors on n'est même plus dans le découragement ou la colère, hein. On a atteint l'indifférence, voire même le mépris pour cette classe politique. Les Tunisiens n'en attendent plus rien, tout parti confondu d'ailleurs. On se souvient que lors des dernières élections, ceux qui ne se sont pas abstenus ont voté très souvent pour des indépendants. C'était déjà un signe de ras-le-bol. Les tractations pour désigner le nouveau Premier ministre vont paralyser la vie politique, alors que la situation économique, encore plus avec les conséquences du Covid, est catastrophique. Les Tunisiens vont devoir, encore une fois, attendre.